Bonjour et bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des témoignages les plus puissants du XXe siècle, Un long chemin vers la liberté, écrit par Nelson Mandela. C'est plus qu'une autobiographie, c'est le récit d'un homme qui, malgré la haine, choisit l'amour, d'un prisonnier devenu président, d'un cœur indomptable qui a transformé la souffrance en force et l'injustice en lumière. Préparez-vous à découvrir l'histoire d'un être humain qui a refusé de plier, même face à la peur, et qui a prouvé au monde entier que le courage et le pardon peuvent changer le destin d'un peuple, et celui de l'humanité. Introduction. Il naquit au cœur d'une terre rude et belle, le Transkei, où les collines ondulent comme des prières vers le ciel, et où chaque souffle du vent semblait murmurer les chants d'un peuple ancien. Cet enfant, destiné à porter le nom de Nelson Mandela, ne venait pas au monde avec des promesses de gloire ou de pouvoir, mais avec une lumière intérieure que rien ne devait jamais éteindre. Fils d'un chef respecté de la tribu Tembu, il grandit dans un univers régi par les traditions, les contes autour du feu, la sagesse des anciens et l'idée que chaque homme devait se tenir droit, digne, face à la vie. Mais au-delà de ce décor empreint de sérénité, Mandela perçut très tôt une ombre, celle de l'injustice. Une force insidieuse, présente partout, qui humiliait les siens, divisait les hommes selon la couleur de leur peau et piétinait la dignité humaine. C'est dans cette Afrique du Sud fragmentée, brûlée par le soleil et blessée par la ségrégation, que Mandela forgea les premiers contours de sa conscience. Il n'était encore qu'un jeune garçon lorsqu'il comprit que le monde dans lequel il vivait n'était pas juste. Tandis que certains enfants blancs jouissaient d'écoles modernes et de liberté, les siens étaient condamnés à marcher des kilomètres pour apprendre dans des salles pauvres, surveillées par la peur. Mais ce n'est pas la haine qui naquit en lui. C'est une flamme plus rare, plus noble, celle du refus. Le refus de se résigner, le refus de plier le genou devant l'injustice. Mandela n'a pas été façonné dans les couloirs du pouvoir, mais dans la poussière des routes du Transkei, dans la force tranquille de sa mère, dans les récits de bravoure que lui contaient les anciens. Ces histoires de rois justes et de guerriers sages éveillèrent en lui un sens profond de la responsabilité. Il comprit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité de lui faire face. À mesure qu'il grandissait, ce sens de la justice devint un feu sacré, un appel intérieur qu'il ne pourrait plus ignorer. Quand il quitta son village natal pour étudier à Johannesburg, c'était comme s'il franchissait le seuil d'un autre monde. Les rues grouillaient de misère et d'inégalités criantes. Les hommes de sa couleur étaient traités comme des étrangers dans leur propre terre. Mais là encore, Mandela choisit de ne pas céder à la colère. Il choisit la voie de la dignité, de la réflexion, de la construction patiente d'un idéal plus grand que lui. L'éducation devint son arme, la discipline sa cuirasse et la foi en l'humanité son guide. À Johannesburg, il découvrit que la liberté ne s'obtient pas par des mots, mais par des actes. C'est là qu'il rencontra ceux qui, comme lui, rêvaient d'une Afrique du Sud où chaque être humain pourrait marcher la tête haute. Ses premières alliances au sein du Congrès national africain furent le début d'un long chemin semé d'embûches, de sacrifices et de combats. Mandela savait qu'en s'opposant à l'apartheid, il risquait sa carrière, sa liberté et même sa vie. Pourtant, il avança, animé par une conviction profonde. La justice vaut tous les sacrifices. Mais avant de devenir un symbole, Mandela fut un homme de chair et de doute, un mari, un père, un ami. Il connut la solitude, la peur, la trahison, mais jamais il ne renonça à sa foi dans la bonté humaine. Ce qui le rendait extraordinaire n'était pas une invincibilité de héros, mais une humanité indestructible. Il croyait que même les geôliers pouvaient changer, que même les oppresseurs portaient en eux une part de lumière qu'il fallait réveiller. Cette foi, il la garda intacte, même au fond des prisons les plus sombres. Son histoire n'est pas celle d'un miracle, mais celle d'une volonté, d'un être humain qui, face à l'injustice, a décidé de se dresser, d'un homme qui refusa de haïr et choisit de comprendre, d'un leader qui, au lieu de chercher la vengeance, préféra offrir le pardon comme ultime victoire. Car Mandela avait compris ce que peu d'hommes osent saisir. La liberté véritable ne se conquiert pas par la violence, mais par la maîtrise de soi. Être libre, disait-il,
Ce n'est pas simplement briser ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme un appel à la dignité, à la résistance pacifique, à la réconciliation entre les peuples. Son parcours nous rappelle que le courage peut naître dans le silence d'un cœur humble, que la grandeur n'appartient pas aux puissants, mais à ceux qui refusent de se soumettre à la peur. Nelson Mandela fut cet homme, ce phare dans la nuit, cette voix calme et ferme qui disait au monde que l'amour est plus fort que la haine, et que la liberté est un état d'âme avant d'être un état politique. Son long chemin vers la liberté commença bien avant sa libération de prison. Il débuta dans l'esprit d'un enfant du Transkei qui regardait l'horizon en se promettant qu'un jour, son peuple marcherait libre. Et ce chemin, long, douloureux mais lumineux, nous rappelle que la liberté est une conquête intérieure avant d'être une victoire publique. Mandela ne fut pas seulement un héros de son peuple, il fut le témoin vivant de ce que l'humanité a de plus noble, la capacité de transformer la souffrance en lumière. Chapitre 1. Les racines de la résistance. Avant de devenir le symbole mondial de la liberté et de la dignité humaine, Nelson Mandela fut avant tout un enfant façonné par une terre, une culture et un peuple. Ses premières années dans le petit village de Mvezo, au cœur du Transkei, furent bien plus qu'un simple souvenir d'enfance. Elles furent la matrice d'une conscience. Là, dans les vallées vertes et les plaines poussiéreuses, il découvrit le sens profond des mots respect, courage et responsabilité. Ces valeurs ancestrales, transmises de génération en génération par les anciens du peuple Xhosa, deviendraient les racines mêmes de sa résistance face à l'injustice. Le jeune Rolihlahla, son prénom Xhosa signifiant littéralement « celui qui tire la branche d'un arbre », ou plus symboliquement « le fauteur de troubles », ne savait pas encore que ce nom prophétique allait définir toute sa vie. Il grandit dans une Afrique où la colonisation et la ségrégation avaient déjà creusé des blessures profondes, mais dans son village, les valeurs traditionnelles dominaient encore. L'éducation tribale lui enseigna que la dignité d'un homme se mesure à sa droiture, à sa capacité à servir les autres et à défendre la vérité, même au prix de sa vie. Chaque soir, sous la lumière tremblante du feu, les anciens racontaient les histoires des héros Xhosa, de rois sages et de guerriers courageux qui avaient résisté aux envahisseurs avec honneur et détermination. Ces récits forgèrent dans le cœur de l'enfant l'idée qu'il existe une force supérieure à la peur, celle de la justice. Dans la société Xhosa, l'enfant n'appartenait pas seulement à sa famille, mais à toute la communauté. Mandela grandit donc entouré d'un sentiment d'appartenance et de solidarité que le monde moderne a souvent perdu. On lui apprit à écouter avant de parler, à observer avant d'agir, à respecter les anciens et à mesurer la valeur d'un homme à sa parole donnée. Ces leçons silencieuses étaient bien plus puissantes que n'importe quel livre d'école. Elles formaient des âmes fortes, des esprits disciplinés et des cœurs capables d'endurer. Mandela apprit très tôt que la force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Lorsque son père mourut, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Mandela connut sa première grande épreuve. Le décès de son père, un chef respecté, laissa un vide immense, mais aussi un héritage invisible, celui du devoir. Sa mère, pieuse et aimante, prit soin de lui transmettant une foi profonde en la bonté divine et la certitude que chaque douleur porte en elle une leçon. Ce fut elle qui l'envoya vivre chez le régent Jongintaba d'Alindiebo, un chef influent du peuple Tembu, afin qu'il reçoive une éducation digne de son rang. Là, à la cour royale, Mandela découvrit un univers d'ordre, de discipline et de responsabilité. Le jeune garçon observait attentivement les conseils des anciens et les réunions du chef. Il vit comment un véritable leader écoute avant de décider, comment il prend soin de son peuple et agit avec sagesse, même face à la colère. Ces observations furent pour Mandela une école de leadership avant l'heure. Chaque mot, chaque geste de ces hommes de pouvoir traditionnel nourrissait en lui une vision claire. Diriger, c'est servir. Et servir, c'est faire preuve de courage et d'humilité à la fois. Mais l'Afrique du Sud du jeune Mandela n'était pas une terre paisible. Le colonialisme britannique et les tensions raciales pesaient déjà sur le pays. Même dans les régions rurales, les lois injustes commençaient à se faire sentir.
Les terres étaient confisquées, les familles dépossédées et les coutumes africaines méprisées par l'administration coloniale. Mandela, encore adolescent, ne comprenait pas tous les rouages politiques de cette domination, mais il en ressentait l'injustice viscéralement. Lorsqu'il voyait les siens humiliés, lorsqu'il entendait les récits de souffrance des anciens, quelque chose en lui se révoltait silencieusement. C'est à cette époque qu'il découvrit, à travers les récits de sa tribu, que ses ancêtres avaient résisté avec bravoure à l'invasion coloniale. Les héros Xhosa comme Hintsa et Sandile devinrent pour lui des modèles spirituels. Ils n'avaient peut-être pas gagné leur bataille sur le champ de guerre, mais ils avaient préservé l'honneur de leur peuple. Mandela comprit que la défaite matérielle ne signifie pas la soumission morale. Ce fut une leçon qu'il n'oublia jamais. On peut être emprisonné sans être captif, réduit au silence sans être soumis, privé de liberté sans perdre sa dignité. Les traditions tribales, la vie communautaire et l'enseignement des anciens forgèrent en lui un équilibre rare entre fierté et humilité. Dans son esprit, il n'existait pas de contradiction entre la sagesse ancestrale et la modernité naissante. Il croyait profondément que l'Afrique devait trouver sa propre voie vers la liberté, sans renier son âme. Plus tard, il dira souvent que la sagesse des anciens l'avait préparé à tout, même aux épreuves les plus dures de la prison. Car dans cette éducation se trouvait une philosophie simple mais puissante. L'homme courageux n'est pas celui qui ne ressent pas la peur, mais celui qui la surmonte. Lorsqu'il atteignit l'adolescence, Mandela fut initié selon les rites traditionnels Xhosa. Ce passage à l'âge adulte, marqué par des enseignements sur la responsabilité, la bravoure et la justice, fut un moment clé de sa formation. Les anciens lui expliquèrent qu'un homme doit se tenir droit, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Ce rite d'initiation n'était pas une simple cérémonie. C'était une école de la vie, un appel à la dignité. Chaque parole prononcée ce jour-là s'enracina dans le cœur du jeune Mandela, qui jura de toujours être digne de ses ancêtres. C'est cette force tranquille, héritée de son peuple, qui lui permit plus tard d'affronter les pires humiliations sans jamais se courber. Quand les juges de l'apartheid le traitèrent comme un criminel, il resta debout. Quand les gardiens de Robben Island tentèrent de briser son esprit, il se souvint des anciens du Transkei et de leur calme inébranlable. Cette résistance n'était pas née dans les rues de Johannesburg ou dans les tribunaux politiques, mais dans la poussière de son enfance, dans la sagesse des chants Xhosa, dans le regard fier de sa mère et la droiture de son père. Les racines de la résistance de Nelson Mandela plongent profondément dans cette terre qu'il a vue naître. Une terre où la parole des anciens valait serment et où la vérité était plus sacrée que la vie elle-même. Il grandit dans un monde où l'on apprenait à se battre non pas avec la violence, mais avec la dignité. Là où d'autres auraient vu un simple village africain, Mandela vit la première école de la liberté. C'est là qu'il apprit que la vraie force ne vient pas de la colère, mais de la maîtrise, et que l'honneur d'un homme se mesure à sa capacité de défendre ce qui est juste, même lorsque tout semble perdu. Ainsi naquit en lui l'esprit de résistance, non pas par haine des oppresseurs, mais par amour de la justice. Ce fut le socle de toute sa vie. Car avant d'être un combattant politique, Mandela fut un héritier des traditions, un enfant de la sagesse africaine, un homme façonné par la mémoire d'un peuple qui refusait de s'agenouiller. Et c'est de ces racines profondes, puisées dans la terre du Transkei, que jaillit plus tard l'arbre immense de sa lutte pour la liberté. Chapitre 2. Le réveil politique. Lorsque Nelson Mandela quitte les collines verdoyantes du Transkei pour rejoindre la grande ville de Johannesburg, il ne sait pas encore que ce départ marquera le début d'une transformation profonde. Ce n'est plus l'enfant du clan Tembu, c'est un jeune homme jeté dans le tumulte d'un monde où la couleur de la peau détermine la valeur d'un être humain. Johannesburg, cette cité bouillonnante d'activité, incarne à la fois l'espoir et la brutalité du système. Les rues vibrent du bruit des machines et des pas pressés des travailleurs noirs, surveillés, humiliés, réduits à n'être que des rouages dans la mécanique implacable de l'apartheid naissant. Pour Mandela, cette réalité est un choc. Lui qui avait grandi dans une société où la dignité et la solidarité étaient des piliers, découvre ici la cruauté froide d'un ordre bâti sur la domination. C'est à cette époque qu'il comprend pour la première fois la véritable nature de l'injustice.
L'univers urbain lui ouvre les yeux sur un monde divisé, un monde où les lois elles-mêmes semblent conspirer contre son peuple. Il travaille d'abord comme veilleur de nuit, puis comme greffier avant de reprendre ses études de droit. À chaque étape, il observe, écoute, apprend. Chaque regard méprisant, chaque interdiction, chaque humiliation devient une pierre dans la construction de sa conscience politique. Le jeune Mandela, jusque-là respectueux de l'ordre établi, commence à sentir naître en lui une colère contenue, une révolte intérieure encore silencieuse mais brûlante. C'est aussi à Johannesburg qu'il rencontre d'autres jeunes noirs animés du même feu. Parmi eux, Walter Sisulu, homme au regard vif et à l'esprit déterminé, joue un rôle crucial. Sisulu devient à la fois son mentor, son ami et son guide. Il lui fait découvrir les cercles intellectuels et militants de la ville, les discussions passionnées sur la justice, la liberté et la dignité. Ces échanges réveillent en Mandela un désir profond d'action. Il comprend que la résistance ne peut pas seulement être morale ou spirituelle, elle doit devenir organisation, stratégie, mouvement collectif. Son engagement auprès de l'African National Congress, ANC, naît ainsi non d'une ambition personnelle, mais d'une conviction mûrie dans la douleur. L'ANC, fondée en 1912, cherche à unir les Africains dans la lutte pacifique pour leurs droits. Mandela s'y reconnaît immédiatement. Les réunions clandestines, les débats passionnés et les projets de mobilisation éveillent en lui un sentiment d'appartenance nouveau, celui d'un peuple en marche vers sa libération. Il découvre que la véritable force réside dans l'unité. Aucun individu, aussi courageux soit-il, ne peut affronter seul un système aussi oppressif. Seule la solidarité peut briser les chaînes, mais la route est périlleuse. À chaque réunion, les militants risquent la prison, la torture ou la mort. Mandela apprend à dissimuler ses convictions sous une apparence de calme. Derrière son sourire mesuré, il cache une détermination farouche. Les autorités coloniales renforcent leur surveillance, les lois d'apartheid se multiplient, les humiliations deviennent quotidiennes. Pourtant, plus le régime resserre son étreinte, plus la flamme de la résistance grandit en lui. Mandela comprend que la liberté ne se quémande pas, elle se conquiert. Durant cette période, il s'imprègne des idées venues du monde entier. Les écrits de Gandhi, les discours de Nehru, les luttes des peuples colonisés en Asie et en Afrique nourrissent sa pensée. Mais il reste profondément enraciné dans la réalité sud-africaine. Contrairement à certains intellectuels de son époque, il ne veut pas fuir le combat dans la théorie. Il veut l'incarner dans les rues, dans les tribunaux, dans les cœurs. Il s'inscrit en droit à l'université de Witwatersrand, devenant l'un des rares étudiants noirs parmi les Blancs. Là encore, il fait face au mépris, à l'isolement, mais aussi à la découverte d'alliés inattendus. Des Blancs libéraux qui refusent le racisme institutionnalisé. Mandela découvre alors la puissance du verbe et du droit. Il comprend que la justice peut être une arme redoutable entre des mains disciplinées. Défendre les siens devant les tribunaux devient pour lui une manière de combattre le système de l'intérieur. Ce n'est pas seulement une carrière, c'est un acte de résistance. En ouvrant avec son ami Oliver Tambo, le premier cabinet d'avocats noirs de Johannesburg, il offre aux plus pauvres une voix, un espoir, un espace de dignité. Dans un pays où un simple déplacement sans laissez-passer peut valoir la prison, leur travail devient un acte héroïque. Mais Mandela sent aussi les limites du droit face à l'arbitraire. Les lois elles-mêmes sont forgées pour maintenir l'oppression. Alors que les protestations pacifiques se heurtent à la violence de l'État, il commence à comprendre que la résistance devra évoluer. Il n'est pas encore question de lutte armée, mais la tension grandit. Chaque échec, chaque arrestation, chaque discours réprimé renforce en lui une certitude. Le changement ne viendra que lorsque les masses se lèveront. Le réveil politique de Mandela n'est pas un éclat soudain, mais un lent processus, une maturation. Il apprend à canaliser sa colère, à la transformer en énergie constructive. La haine, il la rejette. Il sait qu'elle détruit celui qui la porte autant que celui qui la subit. Il choisit la discipline, la stratégie, la patience. Il devient un organisateur, un rassembleur. Autour de lui, une génération nouvelle émerge, déterminée à briser le cycle de la soumission. Johannesburg devient alors le creuset de cette transformation.
Dans les quartiers noirs, la misère côtoie la dignité. Les chants, les rires et les larmes témoignent d'un peuple qui refuse de mourir dans le silence. Mandela marche dans ces rues, comme un témoin et un guide. Chaque visage croisé, chaque histoire entendue nourrit sa détermination. Il n'est plus seulement un homme révolté, mais un homme en mission. Le réveil politique de Nelson Mandela, c'est aussi la naissance d'une foi nouvelle. La foi en la force du collectif, en la puissance de la vérité, en la possibilité d'un avenir différent. Ce jeune homme, autrefois timide, devient peu à peu un orateur redoutable. Ses mots portent, inspirent, rassemblent. Il parle de dignité, de justice, de liberté avec une conviction qui transcende les barrières. Ceux qui l'écoutent sentent que cet homme-là ne se contentera pas de dénoncer, il agira. Et derrière ce visage calme, cette élégance naturelle, cette voix posée, brûle une flamme que rien ne pourra plus éteindre. Mandela a trouvé sa voie. Ce n'est plus seulement un étudiant en droit, ni un militant parmi d'autres. C'est un homme éveillé, conscient de sa mission. L'injustice qu'il a vue, il ne peut plus l'ignorer. Le peuple qu'il a entendu gémir, il ne peut plus le trahir. Le combat qu'il entrevoit, il ne peut plus l'éviter. Ainsi commence véritablement l'histoire de Nelson Mandela. Non comme celle d'un héros solitaire, mais comme celle d'un peuple qui se lève à travers un homme. Son réveil politique n'est pas la fin d'une quête, mais son commencement. Désormais, chaque jour de sa vie sera une bataille, chaque mot une arme, chaque geste un pas vers la liberté. Et rien, pas même la prison, ne pourra l'empêcher d'avancer sur ce chemin. Parce qu'en lui, l'esprit de la résistance a trouvé son foyer. Chapitre 3. L'homme traqué. Lorsque les autorités sud-africaines commencent à comprendre l'ampleur de la menace que représente Nelson Mandela, il est déjà trop tard pour les endormir de fausses promesses. L'homme n'est plus seulement un avocat ou un militant. Il est devenu un symbole. Son visage, sa voix et son courage incarnent désormais la résistance tout entière. Mais cette notoriété soudaine a un prix terrible. À mesure que l'État renforce ses lois d'exception et que la répression s'intensifie, Mandela devient l'ennemi public numéro 1. Il entre dans une existence faite de fuites, de nuits sans sommeil, de rendez-vous secrets et de regards toujours tournés vers l'ombre. C'est le temps de la clandestinité, celui où chaque pas peut être le dernier. La vie dans la clandestinité transforme un homme. Mandela, qui avait toujours été discipliné, méthodique et d'une élégance naturelle, doit désormais se fondre dans la foule, changer de visage, de vêtements, de gestes. Il apprend à devenir invisible. Sous de faux noms, il circule à travers le pays, multipliant les rencontres, les réunions et les discours. Les policiers le traquent sans relâche, mais il reste insaisissable. Les journalistes le surnomment bientôt le livreur noir, car il se déplace dans un véhicule déguisé en camion de livraison, distribuant des messages de liberté au lieu de marchandises. Cette vie d'ombre est aussi celle de la peur, non pas la peur pour lui-même, mais pour ceux qu'il aime. Chaque jour, Mandela pense à sa femme Winnie, à ses enfants qu'il ne peut plus voir, à sa famille laissée au Transkei. Il sait que son absence les condamne à la surveillance, à la suspicion, parfois même à la brutalité. Pourtant, il continue. Il avance parce qu'il croit que la liberté d'un peuple vaut tous les sacrifices personnels. La liberté n'a pas de prix, répète-t-il souvent, même lorsque la solitude devient une douleur presque insupportable. Dans la clandestinité, il découvre aussi le poids des trahisons. Autour de lui, certains camarades cèdent à la peur, d'autres sont arrêtés, d'autres encore parlent, sous la torture. Mandela apprend à ne plus faire confiance aveuglément. Chaque mot doit être pesé, chaque regard observé. La résistance est minée par l'infiltration et les faux amis. Il comprend alors que la lutte pour la justice ne se joue pas seulement contre un régime, mais aussi contre les faiblesses humaines. La clandestinité n'est pas seulement un combat physique, c'est une guerre morale, une épreuve de foi. Pourtant, dans cette obscurité, Mandela trouve aussi des lueurs d'humanité. Il rencontre des hommes et des femmes d'un courage extraordinaire. Des ouvriers, des étudiants, des prêtres, des mères de famille, qui risquent tout pour faire passer un message, cacher un militant ou imprimer un tract. Ces anonymes deviennent ses anges gardiens, et c'est dans leur force silencieuse qu'il puise son énergie. Il n'est plus seul.
Il porte sur ses épaules l'espoir de tout un peuple, et cette responsabilité le rend inébranlable. Les années passent, et la répression devient plus féroce. L'African National Congress est interdit, les rassemblements sont dispersés par la force, les dirigeants sont arrêtés ou exécutés. Mandela comprend qu'il faut adapter la lutte. C'est à ce moment qu'il contribue à la création de la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, la lance de la nation. Ce choix ne vient pas d'un goût pour la violence, mais d'un constat. Le régime a fermé toutes les voies pacifiques. Lorsque le gouvernement impose la violence à son peuple, celui-ci n'a plus le choix, dira-t-il plus tard. Mais ce virage stratégique le met encore plus en danger. Le pouvoir le déclare terroriste et fait de son arrestation une priorité nationale. Les affiches avec son visage circulent, les primes pour sa capture augmentent. Mandela devient une ombre dans son propre pays. Il change constamment de cachette, passe d'une maison sûre à une autre, dort parfois dans des champs, d'autres fois dans des caves. Il ne garde avec lui qu'un petit sac, quelques vêtements, et un carnet où il note des pensées, des idées, des projets. Ce carnet qu'il garde jalousement est son refuge, le seul endroit où il peut encore se confier. Malgré cette existence harassante, il conserve une incroyable dignité. Même déguisé, même traqué, Mandela garde cette allure calme et assurée qui impressionne tous ceux qui le croisent. Ceux qui l'hébergent se souviennent d'un homme d'une politesse rare, d'un calme presque surnaturel. Il ne se plaint jamais, ne s'emporte pas, ne cède pas à la panique. Il semble guidé par une force intérieure que rien ne peut briser. Cette maîtrise de soi devient sa meilleure arme. Là où d'autres sombrent dans la paranoïa, lui garde la clarté de la vision. Pourtant, derrière ce masque de sérénité, il y a un homme qui souffre. La séparation d'avec sa famille, l'absence de ses enfants, la solitude des nuits d'attente, tout cela pèse lourd. Mais Mandela transforme cette douleur en discipline. Il s'impose des routines strictes, lit, médite, planifie. Il comprend que pour diriger un peuple, il faut d'abord se dominer soi-même. La clandestinité devient ainsi une école de maîtrise, un entraînement spirituel. Chaque privation, chaque peur surmontée renforce sa détermination. L'amour, lui aussi, devient une épreuve. Son union avec Winnie est mise à rude épreuve. Elle doit élever seule les enfants, affronter la police, subir les perquisitions et les intimidations. Pourtant, elle tient bon. Entre eux, les lettres deviennent le seul fil qui relie deux âmes séparées par la lutte. Chacune de ces lettres est un fragment de tendresse dans un océan de chaos. Mandela y parle de ses rêves, de sa foi, de sa certitude qu'un jour, l'Afrique du Sud sera libre. C'est cet amour, mêlé de douleur et de respect, qui lui donne la force de continuer. Mais la traque se resserre. En 1962, après plusieurs mois d'évasion et de dissimulation, il est finalement arrêté. Les circonstances de cette arrestation restent encore aujourd'hui entourées de mystères. Beaucoup parlent d'une trahison, d'autres d'un renseignement étranger. Ce jour-là, Mandela comprend que la course est terminée, du moins pour un temps. Mais loin de s'effondrer, il affronte la situation avec une dignité inébranlable. Lorsqu'on le conduit menotté au poste de police, il se tient droit, le regard ferme. Il sait que la prison ne sera pas la fin de la lutte, mais un nouveau champ de bataille. Son procès, largement médiatisé, devient une tribune. Devant les juges blancs, il parle avec calme et puissance, dénonçant l'injustice de l'apartheid, affirmant sa foi dans la démocratie et la liberté. Ces mots résonnent bien au-delà des murs du tribunal. J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre, dans laquelle tous les êtres humains vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère atteindre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ces phrases, gravées dans l'histoire, font trembler le pouvoir. La condamnation tombe. Mandela est envoyé en prison. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette arrestation va faire de lui une légende. L'homme traqué devient le prisonnier politique le plus célèbre du monde. Derrière les barreaux, sa voix portera plus loin que jamais. Ce que le régime voulait détruire, il l'a en réalité sanctifié. Car être traqué, pour Mandela, n'a jamais signifié être vaincu. Même lorsqu'il vit caché, il ne se considère pas comme un fugitif, mais comme un soldat de la liberté. Même lorsqu'il est arrêté, il ne se voit pas comme un prisonnier, mais comme un représentant de son peuple. Cette conviction
forgé dans la peur, la solitude et la douleur, ne le quittera plus. Ce chapitre de sa vie, celui de la fuite, de la clandestinité, des trahisons et des sacrifices, marque la naissance du Mandela mythique. Ce n'est plus seulement un homme de chair et de sang, mais un symbole vivant de résistance. Il a connu la peur, mais ne s'y est jamais soumis. Il a connu la trahison, mais n'a jamais perdu sa foi en l'humanité. Il a tout perdu, la liberté, la famille, le confort, mais il a gagné l'essentiel, la paix intérieure de celui qui sait qu'il agit pour une cause juste. L'homme traqué n'a jamais cessé de marcher. Ses pas, même dissimulés dans la nuit, traçaient déjà le chemin vers la lumière. Et bientôt, derrière les barreaux, il continuera cette marche, non plus dans l'ombre, mais dans l'histoire. Chapitre 4. Les longues années de prison. Lorsque Nelson Mandela fut condamné à la réclusion à perpétuité en 1964, beaucoup pensèrent que c'en était fini de lui, que l'homme qui avait défié le pouvoir blanc disparaîtrait dans l'ombre des murs d'une île perdue au large du Cap. Mais c'est justement dans cette obscurité que se forgea sa lumière. Sur Robben Island, Mandela apprit à dompter le temps, à discipliner son esprit et à convertir la souffrance en sagesse. Là où d'autres auraient sombré dans le désespoir, il découvrit la puissance de la maîtrise de soi et la force silencieuse du pardon. Ce fut une école, non pas de résignation, mais de grandeur intérieure. La vie sur Robben Island n'avait rien d'humain. Les prisonniers politiques étaient traités comme des criminels dangereux, isolés, humiliés, soumis aux travaux forcés sous un soleil implacable. Mandela, comme les autres, passait ses journées à casser des pierres dans une carrière de chaux dont la poussière brûlait les yeux et la gorge. Les gardiens les insultaient, les privaient de sommeil, leur refusaient parfois les visites de leurs proches. Les repas étaient maigres, la cellule minuscule, les nuits glaciales. Mais Mandela refusa de se laisser détruire par les conditions. Il transforma sa détention en un terrain d'entraînement mental. Chaque jour, il méditait, s'exerçait à maintenir son corps fort et son esprit clair. Il lisait, écrivait, réfléchissait, enseignait aux plus jeunes prisonniers l'histoire, la politique et la philosophie. Il voulait que même enchaînés, ils demeurent des hommes libres dans leur esprit. Pour Mandela, la prison devint un monastère. Il y forgea sa patience, sa capacité d'écoute et sa compréhension profonde de la nature humaine. Il comprit que la haine, aussi justifiée soit-elle, ne libère pas, elle enferme. Il apprit à regarder ses geôliers non plus comme des ennemis, mais comme des êtres prisonniers d'un système d'ignorance. Il choisit de les comprendre plutôt que de les détester. Et peu à peu, cette attitude transforma l'atmosphère de la prison. Les gardiens eux-mêmes commencèrent à le respecter, certains même à l'admirer. Car ils voyaient en lui un homme d'une dignité inébranlable, qui ne pliait pas, mais ne haïssait pas non plus. Mandela ne cessa jamais de penser au monde extérieur. Il suivait de près les nouvelles, les luttes, les révoltes, les grèves. Par les rares journaux qu'il obtenait, il apprenait les avancées et les reculs de la cause anti-apartheid. Chaque visite de ses avocats ou de ses camarades était pour lui une bouffée d'air, un rappel que son combat continuait au-delà des barreaux. Mais il savait aussi que le temps jouait un rôle stratégique. Il disait souvent à ses compagnons « Nous ne pouvons pas choisir la longueur de notre détention, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. » Pour lui, ces années de privation étaient une préparation à quelque chose de plus grand. Dans la discipline rigoureuse qu'il s'imposait, Mandela trouvait la liberté intérieure. Il se levait à la même heure, faisait ses exercices, lisait, écrivait. Il refusait de laisser la routine carcérale réduire son esprit. Il faisait du silence un allié, de la solitude une force. Il observait les gens, étudiait leur comportement, leur colère, leur peur. Il devint un psychologue naturel, capable de comprendre ce qui pousse un homme à opprimer un autre. C'est ainsi qu'il développa cette aura de calme et de contrôle qui impressionnait tant ses gardiens comme ses camarades. Robben Island n'était pas seulement une prison, c'était une école clandestine. Mandela et ses compagnons transformèrent les cellules en salles de classe. Ils s'enseignaient mutuellement l'économie, la stratégie politique, la diplomatie, les langues. Ils débattaient de l'avenir du pays, préparèrent des plans, imaginaient une Afrique du Sud libre. Ils appelaient cette université Robben Island University. Et Mandela, sans le vouloir, en était le recteur. Il disait souvent
L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Même emprisonné, il vivait selon cette conviction. Au fil des années, Mandela devint plus qu'un symbole. Il devint une idée. Dehors, son nom circulait clandestinement, inscrit sur des pancartes, chuchoté dans les rues, chanté dans les rassemblements. Il représentait la résistance silencieuse de tout un peuple. Et même si le gouvernement essayait d'effacer son visage, d'interdire ses photos, sa légende grandissait. À chaque nouvelle arrestation, à chaque nouvelle répression, les Sud-Africains se rappelaient que Mandela tenait encore, qu'il n'avait pas cédé. Il devint le pilier invisible de la lutte. Mais ces 27 années ne furent pas sans douleur. Mandela perdit des années avec sa famille. Ses enfants grandirent sans lui. Son mariage avec Winnie subit les tempêtes de la distance et des pressions politiques. Il apprit la mort de camarades sans pouvoir les honorer. Il vit ses amis vieillir et certains perdre espoir. Mais lui ne vacilla jamais. Il se répétait chaque jour qu'un homme ne se mesure pas à la facilité de ses jours, mais à sa capacité à rester debout dans la tempête. À mesure que les années passaient, le monde extérieur changeait. Le régime commençait à se fissurer, les pressions internationales s'intensifiaient, les voix de la liberté devenaient plus fortes. Les dirigeants de l'apartheid comprirent qu'ils ne pouvaient pas éternellement enfermer une idée. Alors, timidement, les premiers contacts secrets furent établis entre Mandela et le gouvernement. Ces dialogues, d'abord prudents, marquaient le début d'un nouveau chapitre. Mandela, du fond de sa cellule, parlait déjà comme un homme d'État. Il refusait toute libération conditionnelle qui compromettrait ses principes. Il voulait être libre, mais libre dans la dignité. Quand enfin, en 1990, après 27 ans de détention, la porte de sa cellule s'ouvrit, Mandela ne sortit pas comme un homme brisé, mais comme un sage. Il marcha droit, le visage serein, le regard calme. Il ne sortait pas pour se venger, mais pour guérir son pays. Il portait en lui le poids des années, mais aussi une lumière intérieure que rien n'avait pu éteindre. Il avait compris que le pouvoir véritable ne réside pas dans la force, mais dans la maîtrise de soi, dans la capacité de pardonner sans oublier. Les longues années de prison ne furent pas un effacement, mais une gestation. C'est là que Mandela devint ce qu'il devait être. Non plus un simple militant, mais un guide, un père pour une nation. La cellule de Robben Island, étroite et froide, fut le creuset où se forgea le plus grand symbole de liberté du XXe siècle. Et lorsque Mandela retrouva la lumière du jour, il apporta avec lui un message qui allait transformer le monde. La liberté ne s'obtient pas par la haine, mais par la grandeur du cœur. Ce fut là son plus grand triomphe, avoir transformé la prison en sanctuaire, la souffrance en sagesse et la captivité en un chemin vers la lumière. Chapitre 5. La liberté retrouvée. Le 11 février 1990, lorsque Nelson Mandela franchit enfin les portes de la prison de Victor Verster, le monde entier retient son souffle. L'image de cet homme, au port droit malgré les décennies d'enfermement, marchant main dans la main avec Winnie, sa compagne de toujours, marque à jamais la conscience de l'humanité. Ce n'est pas seulement un prisonnier politique qui sort ce jour-là, mais un symbole vivant de dignité, un monument de patience, et la preuve éclatante que la justice, même différée, finit toujours par triompher. Pourtant, au moment où Mandela respire pour la première fois l'air de la liberté, il sait que le plus difficile reste à venir. Le combat n'est pas terminé, il a simplement changé de forme. L'Afrique du Sud qu'il retrouve n'est pas celle qu'il avait laissée. Le pays, meurtri par des décennies d'apartheid, est une terre de contradictions. D'un côté, une minorité blanche, toujours puissante, contrôlant l'économie, les institutions et l'armée. De l'autre, une majorité noire appauvrie, en colère, impatiente de voir enfin les promesses de justice se réaliser. Mandela, lui, n'a ni haine ni rancune. Il observe avec calme et lucidité la société fracturée qu'il retrouve, conscient que la libération politique ne suffira pas sans la guérison morale. Sa liberté n'a jamais été celle d'un homme, mais celle d'un peuple. Et ce peuple attend de lui bien plus qu'un discours, il attend une direction, une vision, une paix durable. Les premiers jours après sa libération sont un tourbillon. Les foules l'acclament, les journalistes du monde entier le suivent. Les chefs d'État sollicitent une rencontre avec le nouveau héros de la liberté. Pourtant, Mandela reste fidèle à lui-même, sobre, mesuré,
concentré sur l'essentiel. Il comprend que chaque mot prononcé peut allumer une étincelle, de paix ou de chaos. Il choisit donc la voie de la réconciliation. Devant une nation prête à exploser sous le poids de la colère, il déclare « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, ou périr ensemble comme des fous. » Cette phrase, prononcée avec calme mais chargée d'une puissance morale immense, devient le socle de la transition sud-africaine. Mais la route vers cette réconciliation est semée d'embûches. Beaucoup dans les rangs des opprimés ne comprennent pas sa modération. Certains militants veulent la vengeance, d'autres réclament des représailles contre les anciens bourreaux. Pour eux, le pardon semble être une trahison. Mandela, lui, voit plus loin. Il sait que le cycle de la haine ne mène qu'à la destruction. Il choisit donc la diplomatie, la sagesse et la patience. Il multiplie les rencontres avec les dirigeants du régime sortant, notamment le président Frédéric de Klerk. Ensemble, ils entament un dialogue inédit, une négociation entre oppresseurs et opprimés, entre bourreaux et victimes. Le but n'est pas seulement d'organiser des élections libres, mais de reconstruire une nation sur des bases morales nouvelles. Pendant ces années de transition, Mandela fait preuve d'un génie politique rare. Il n'a pas seulement la vision d'un chef d'État, mais la profondeur d'un guide spirituel. Sa capacité à écouter, à apaiser, à comprendre même ceux qui l'ont persécuté, désarme ses adversaires. Lorsqu'il visite pour la première fois la résidence présidentielle, entouré d'hommes blancs en uniforme, il serre leurs mains avec respect. Beaucoup sont bouleversés par tant d'humilité. Mandela n'agit pas par calcul politique, mais par conviction. Il sait que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une arme puissante contre la division. Dans ses discours, il parle souvent de l'avenir, de la jeunesse, de la reconstruction. Il dit que la liberté n'a de sens que si elle ouvre la voie à une société juste, instruite et prospère. Pour lui, le combat ne s'arrête pas à la libération des corps. Il doit atteindre les consciences. Il rêve d'un pays où les enfants noirs et blancs étudieront ensemble, où personne ne sera jugé par la couleur de sa peau, mais par la valeur de son cœur. Cette vision, utopique pour certains, devient peu à peu réalité grâce à sa persévérance. Lorsqu'en 1994, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud, c'est tout un continent qui s'incline devant son courage. Mais il aborde cette victoire avec la même humilité qu'il a toujours eue. Son investiture n'est pas une célébration de la revanche, mais un hymne à la paix. Devant des millions de spectateurs, il prononce un discours historique. Jamais, jamais et jamais plus il ne sera permis que cette belle terre connaisse l'oppression d'un homme par un autre. Ces mots, simples mais vibrants de vérité, scellent la naissance d'une nouvelle Afrique du Sud. Pourtant, Mandela n'est pas dupe des difficultés. Le pays reste profondément divisé, économiquement inégal, socialement fragile. Mais il croit au pouvoir du symbole. Il sait qu'un dirigeant ne transforme pas tout en un mandat, mais qu'il peut inspirer une direction. Sa présidence devient donc un exemple d'équilibre entre autorité et compassion. Il crée la commission Vérité et Réconciliation, dirigée par Desmond Tutu, où les victimes et les bourreaux peuvent se rencontrer, se parler, avouer, pardonner. Ce processus inédit dans l'histoire permet d'éviter une guerre civile et d'écrire une page nouvelle de l'humanité. Mandela comprend que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Et pour cela, il faut du temps, du courage et de la foi. Son attitude inspire même ses anciens ennemis. Beaucoup de Blancs, autrefois partisans de l'apartheid, finissent par admirer cet homme qui ne cherche pas à les humilier, mais à les rallier à un projet commun. Mandela incarne la grandeur d'âme. Là où tant d'autres auraient cherché à régner par la peur, lui règne par le respect. Sa vie personnelle, pourtant, reste marquée par la solitude. Sa relation avec Winnie se dégrade. Les années de séparation ont creusé un fossé irréparable. Mandela reste digne, sans jamais accuser ni se plaindre. Il sait que chaque choix a un prix et que la liberté collective exige parfois le sacrifice du bonheur individuel. C'est là encore une leçon de grandeur. Il a tout perdu, mais il n'a jamais cessé d'aimer l'humanité. Au soir de sa vie, lorsqu'il quitte le pouvoir après un seul mandat, il donne une ultime leçon, celle du détachement. Il aurait pu rester président, devenir un homme d'État à vie, mais il choisit la retraite. Il sait qu'un vrai leader est celui qui s'efface pour laisser place à d'autres. Il retourne à Kunu, son village natal, pour y retrouver la simplicité de ses racines.
Là, parmi les siens, il médite sur le long chemin parcouru, depuis le jeune garçon du Transkei jusqu'au père de la nation arc-en-ciel. Son regard reste tourné vers l'avenir. Il écrit, parle, conseille, toujours avec la même clarté d'esprit et cette bienveillance désarmante. Il sait que la réconciliation n'est pas un événement, mais un processus qui demandera des générations. Mais il laisse au monde un héritage inestimable. La certitude que la justice et la paix ne sont pas des rêves naïfs, mais des conquêtes possibles pour ceux qui ont le courage d'aimer sans condition. Nelson Mandela a été libéré bien avant que les portes de sa prison ne s'ouvrent. Il a connu la vraie liberté à l'instant où il a choisi le pardon plutôt que la haine, la paix plutôt que la vengeance, l'unité plutôt que la division. Sa vie, à partir de ce moment, est devenue une parabole vivante du pouvoir de l'esprit humain. Et lorsque le monde l'a vu marcher libre, tête haute, regard paisible, beaucoup ont compris que la liberté, la vraie, ne dépend pas des chaînes visibles, mais de la capacité d'un homme à garder son âme intacte face à l'injustice. Mandela n'a pas seulement retrouvé la liberté d'un peuple, il a rendu au monde entier la foi en la dignité humaine. Chapitre 6. L'héritage de Mandela. L'héritage de Nelson Mandela ne se résume pas à ses années de présidence ni même à son combat contre l'apartheid. Il s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud, traversant les continents, les générations et les cultures. Il appartient désormais à l'humanité tout entière. Mandela n'était pas seulement un homme politique ou un révolutionnaire. Il était une conscience vivante, un rappel permanent de ce que signifie être humain, dans le sens le plus noble du terme. Son nom prononcé dans toutes les langues résonne comme un symbole universel de justice, de tolérance et d'amour. Et pourtant, ce qu'il a laissé derrière lui dépasse les statues, les musées ou les discours officiels. Son véritable héritage se trouve dans l'esprit et le cœur de ceux qui ont compris le sens de son combat. La dignité, le pardon, la réconciliation et la foi inébranlable en la bonté de l'homme. Lorsque Mandela devint président en 1994, le monde entier observa un miracle politique sans précédent. Le premier gouvernement démocratique d'Afrique du Sud réunissait d'anciens ennemis, des blancs et des noirs, des oppresseurs et des opprimés, tous assis à la même table pour écrire une nouvelle constitution. Mandela, fidèle à sa vision d'unité, refusa toute forme de revanche. Son objectif n'était pas de renverser l'ordre établi, mais de le transformer de l'intérieur, en réconciliant la nation. Il savait que l'avenir du pays dépendait de la capacité des Sud-Africains à se pardonner mutuellement, à dépasser les blessures du passé et à construire ensemble un destin commun. C'est ainsi qu'il mit en place un projet national de réconciliation fondé sur la vérité, la justice et la compassion. La création de la commission Vérité et Réconciliation, présidée par l'archevêque Desmond Tutu, fut sans doute l'un des actes les plus audacieux et les plus inspirants de sa présidence. Contrairement à d'autres nations qui avaient choisi de régler leurs comptes dans la vengeance ou le silence, Mandela décida que la vérité devait être dite, que les victimes et les bourreaux devaient se rencontrer, se parler, s'écouter. Dans les salles de cette commission, des milliers de Sud-Africains témoignèrent, parfois en larmes, de leurs souffrances ou de leurs fautes. Certains bourreaux demandèrent pardon, certains furent pardonnés, d'autres non, mais l'essentiel était ailleurs, le pays commençait à guérir. Mandela croyait profondément que le pardon libère, non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. C'est en cela que son héritage moral est si puissant. Il a montré que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à sa force militaire ou à sa richesse, mais à sa capacité à aimer et à se relever après l'injustice. Mais Mandela ne se limita pas à la réconciliation politique. Il voulut aussi reconstruire l'âme d'un peuple brisé. Son gouvernement lança des réformes sociales majeures dans l'éducation, la santé et le logement, pour donner à chaque citoyen, quelle que soit sa couleur, une chance égale. Il visita des écoles, serra la main d'enfants qui n'avaient jamais vu un président noir, parla aux anciens prisonniers, aux fermiers, aux ouvriers. Partout, il prêchait la même idée. L'Afrique du Sud devait devenir une nation arc-en-ciel, un pays où la diversité ne serait pas une menace mais une richesse. Cette expression, nation arc-en-ciel, qu'il affectionnait tant, devint le cœur battant de sa présidence. Elle résumait à elle seule la philosophie de Mandela. Un monde où les différences ne divisent pas, mais unissent. Pourtant, malgré son immense popularité,
Mandela demeura un homme d'une humilité rare. Il refusait de se considérer comme un héros. Il disait souvent « Je ne suis pas un saint », à moins que vous pensiez qu'un saint soit un pécheur qui continue d'essayer. Cette phrase pleine de vérité révèle toute la profondeur de sa pensée. Mandela savait que la perfection n'existe pas, mais que la persévérance, la discipline et la sincérité permettent de s'en approcher. Il ne prétendait pas être un homme sans défaut, il avait ses failles, ses erreurs, ses regrets. Mais il ne laissait jamais ses faiblesses définir qui il était. Pour lui, la vraie grandeur résidait dans la capacité à se relever, à apprendre, à continuer malgré la fatigue, malgré la douleur. En quittant volontairement le pouvoir après un seul mandat, Mandela donna une autre leçon essentielle au monde, celle du détachement et de la sagesse politique. Dans un continent où tant de dirigeants s'accrochent au pouvoir jusqu'à leur mort, Mandela montra que le vrai leadership consiste à savoir partir au bon moment. Il aurait pu régner plus longtemps, il aurait pu justifier sa présence par la nécessité de stabilité, mais il refusa. Il voulait montrer que la démocratie n'est pas un privilège personnel, mais une responsabilité collective. Son départ de la présidence fut salué comme un acte d'une noblesse exceptionnelle. Et ce geste, plus que tous les discours, renforça encore son aura internationale. Après sa retraite, Mandela ne se retira pas vraiment du monde. Il continua d'agir à travers la fondation Nelson Mandela, s'engageant dans la lutte contre la pauvreté, la maladie, l'injustice et l'ignorance. Il porta une attention particulière au fléau du sida, qui ravageait alors l'Afrique. À une époque où ce sujet restait tabou, il osa en parler publiquement, notamment après la mort de son fils Magato, emporté par cette maladie. En révélant ce drame personnel, Mandela transforma sa douleur en message d'espoir. Il fit de sa vie un témoignage permanent. Aucune cause humaine n'est trop grande pour le silence. Son influence dépassa le domaine politique. Mandela devint un repère moral pour tous ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres de la haine. Des leaders du monde entier, Barack Obama, Bill Clinton, le Dalai Lama ou encore Kofi Annan, reconnurent en lui une source d'inspiration inépuisable. Son attitude, toujours calme, toujours mesurée, même face à la provocation, fit de lui une incarnation vivante du stoïcisme. Mandela n'avait pas besoin de menacer pour être respecté, il n'avait pas besoin d'imposer pour être écouté. Son autorité venait de sa cohérence. Il vivait ce qu'il prêchait, et c'est ce qui le rendait intouchable. Mais l'héritage de Mandela ne doit pas être enfermé dans le passé. Il est une invitation à agir aujourd'hui. Car le monde moderne, malgré les progrès, reste déchiré par la haine, le racisme, la guerre et l'intolérance. Partout, des peuples continuent de se diviser pour des différences de couleur, de religion ou de culture. Le message de Mandela, lui, résonne encore. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut réussir. Ces mots rappellent que l'avenir de l'humanité dépend de sa capacité à collaborer, à se respecter et à construire ensemble. Mandela n'a pas seulement libéré son pays. Il a rappelé au monde que la liberté, la vraie, est un état d'esprit avant d'être un droit politique. Aujourd'hui encore, des écoles, des rues, des hôpitaux, des universités et même des montagnes portent son nom. Mais son plus grand monument reste invisible. Il se trouve dans la conscience collective de ceux qui ont compris sa leçon. Être libre, disait-il, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Ce principe simple, mais révolutionnaire, résume à lui seul toute sa philosophie de vie. Mandela nous apprend que la dignité humaine est universelle, qu'elle ne dépend ni du statut, ni de la richesse, ni de la couleur de peau. Elle est le fondement même de notre humanité. Dans les écoles d'Afrique du Sud, les enfants apprennent encore aujourd'hui les valeurs de cet homme, le respect, la discipline, la tolérance. Chaque 18 juillet, le monde célèbre la journée internationale Nelson Mandela, où chacun est invité à consacrer 67 minutes de son temps, 1 minute pour chaque année de lutte de Mandela, à aider les autres. Ce geste symbolique perpétue son message. Chaque être humain, aussi ordinaire soit-il, peut contribuer à rendre le monde meilleur. Mandela croyait profondément que le changement commence toujours par un individu, une action, un geste. Il disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Ces mots, devenus emblématiques,
rappelle que l'impossible n'est qu'une limite que la volonté humaine peut briser. Mais l'héritage de Mandela ne consiste pas seulement à admirer sa vie, il exige que l'on s'en inspire. Être digne de Mandela, c'est refuser la facilité de la haine, c'est choisir la voie difficile du pardon, c'est rester debout quand tout pousse à plier. C'est faire preuve de courage, non pas dans la guerre, mais dans la paix. Mandela nous enseigne que la vraie force ne se mesure pas à la capacité de dominer, mais à celle d'unir. Lorsqu'il s'éteint le 5 décembre 2013, le monde entier s'incline dans un silence ému. Les drapeaux sont en berne, les foules se rassemblent, les dirigeants du monde se pressent à ses funérailles. Mais au-delà des cérémonies officielles, ce sont les larmes sincères des anonymes qui traduisent le mieux ce qu'il a représenté. Dans les rues de Soweto, les chants résonnent, non pas de tristesse, mais de gratitude. Mandela n'est pas mort, disent-ils. Il est devenu un ancêtre, une lumière, un repère éternel. Aujourd'hui, son héritage continue de vivre dans les luttes pour la justice, dans les voix qui réclament la paix, dans les peuples qui refusent de haïr malgré la douleur. Il vit dans chaque être humain qui choisit la bonté au lieu de la vengeance, la vérité au lieu du mensonge, l'amour au lieu de la peur. Mandela appartient désormais à cette lignée rare d'êtres humains qui transcendent le temps. Comme Gandhi, Martin Luther King ou Mère Teresa, il a prouvé que la grandeur réside dans la simplicité, que le pouvoir véritable naît de la compassion et que la paix durable ne peut venir que d'un cœur pacifié. L'héritage de Nelson Mandela est une promesse, celle que l'humanité peut toujours renaître de ses cendres. Il nous rappelle que le monde n'a pas besoin de plus de héros, mais de plus de conscience. Et chaque fois que quelqu'un quelque part choisit le pardon au lieu de la vengeance, la vérité au lieu du silence, la justice au lieu de la peur, alors quelque part, l'esprit de Mandela continue de marcher parmi nous. Le long chemin vers la liberté ne s'est jamais arrêté avec Nelson Mandela. Il continue silencieusement dans chaque être humain qui refuse de plier devant l'injustice, dans chaque voix qui s'élève contre l'oppression, dans chaque main tendue vers la réconciliation. Mandela a toujours affirmé que la liberté n'était pas une destination, mais un voyage intérieur et collectif. Ce n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, mais une conquête que l'on renouvelle chaque jour, par nos choix, nos actions et notre capacité à aimer malgré la douleur. La liberté, disait-il, ne se gagne pas seulement dans les rues ou les urnes, elle se gagne d'abord dans le cœur. Tout au long de sa vie, Mandela a incarné cette vérité avec une force tranquille. Il a montré que l'être humain, même brisé, humilié ou enfermé, garde en lui une étincelle que rien ne peut éteindre, celle de la dignité. Cette lumière, que ni la prison ni la haine n'ont pu lui arracher, est la plus belle leçon qu'il nous laisse. Mandela nous enseigne que la véritable victoire n'est pas d'abattre son ennemi, mais de transformer son propre cœur. Que la puissance d'un homme ne réside pas dans sa colère, mais dans sa capacité à pardonner. Que la liberté sans amour n'est qu'une autre forme de prison. Sa vie fut une marche continue entre la douleur et la grandeur, entre la solitude et la fraternité. Et même lorsqu'il sortit enfin de prison, Mandela sut que le combat ne faisait que commencer. Car il ne s'agissait plus de libérer seulement un peuple, mais de guérir une nation entière. Il savait que la liberté politique ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une liberté morale et spirituelle. C'est pourquoi il consacra le reste de son existence à construire des ponts, à unir ce que l'histoire avait séparé, à redonner confiance à ceux que la peur avait divisés. Mandela aurait pu choisir la colère, il aurait pu se venger. Le monde l'aurait même compris. Mais il choisit le pardon, et ce choix fit de lui un géant parmi les hommes. Dans un monde souvent gouverné par la rancune et la soif de pouvoir, il rappela que la vraie force réside dans la douceur. Cette force intérieure, qu'il puisait dans la patience, la foi et la discipline, est celle que chacun de nous peut cultiver. Car le courage de Mandela n'était pas réservé à quelques élus. Il était la preuve vivante que chaque être humain possède en lui la capacité de se relever, même après les pires épreuves. Aujourd'hui, marcher sur les traces de Mandela, c'est comprendre que la liberté n'est jamais acquise. C'est refuser la résignation. C'est choisir la lumière dans un monde parfois obscur. Être libre, c'est oser penser par soi-même, agir selon sa conscience, et rester debout,
même lorsque tout semble perdu. Mandela nous a appris que la liberté véritable naît du courage d'aimer sans condition et de servir sans calcul. Elle exige de la constance, du respect de soi et des autres, et surtout la foi dans la possibilité d'un monde meilleur. Le long chemin vers la liberté est aussi un chemin vers soi. Mandela en a fait l'expérience dans les années d'isolement, quand il dut affronter ses propres ténèbres pour trouver la paix intérieure. Ce voyage spirituel est celui que nous devons tous entreprendre. Apprendre à dominer nos peurs, à pardonner nos blessures, à transformer nos faiblesses en sagesse. Le monde extérieur changera le jour où l'être humain aura appris à se libérer de ses chaînes intérieures, la haine, l'égoïsme, l'ignorance. Mandela, par sa vie entière, nous a montré la voie. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a accompli, il ne se considérait pas comme un héros. Il se voyait comme un homme ordinaire, porté par une cause extraordinaire. Il disait souvent « Je ne suis pas un messie, mais un homme qui a fait ce qu'il devait faire pour son peuple et son pays. » Cette humilité est à elle seule un testament de grandeur, car elle rappelle que l'histoire n'est pas écrite par les dieux, mais par les hommes et les femmes qui refusent de se soumettre à la peur. L'héritage de Mandela est donc un appel à l'action, à continuer le combat pour la justice, à défendre la vérité, à bâtir des ponts plutôt que des murs. Le long chemin continue à travers nous. Chaque fois qu'un enfant apprend à respecter la différence, Mandela renaît. Chaque fois qu'un citoyen choisit la paix plutôt que la violence, Mandela vit. Chaque fois qu'un être humain décide de pardonner au lieu de haïr, son esprit s'élève un peu plus haut. Le monde n'a pas perdu Mandela, il l'a intégré. Son souffle traverse les générations, son message dépasse les frontières. Et tant que nous porterons en nous cette flamme, le long chemin vers la liberté ne s'arrêtera jamais. Alors, que son exemple soit pour chacun de nous un rappel. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien, jamais trop tôt pour aimer, jamais inutile de croire. Nelson Mandela n'a pas seulement changé un pays, il a montré à l'humanité entière ce dont elle est capable quand elle agit avec courage et compassion. Sa vie est un appel à ne pas céder à la peur, à ne pas renoncer à la lumière, même dans la nuit la plus profonde. Et maintenant, à ceux qui veulent continuer cette marche, à ceux qui sentent en eux le même désir de vérité et de justice, à ceux qui croient encore au pouvoir de l'amour, je dis simplement ceci. Le long chemin continue à travers vous. Abonnez-vous à Les Rares Livres pour continuer à marcher sur le chemin de la sagesse et du courage et pour découvrir d'autres récits qui éclairent la grandeur de l'âme humaine.